Alors, bonjour à toutes et à tous, je me présente, c'est Dr Handel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cours qui est l'exploration de la fonction rénale. L'exploration de la fonction rénale. Donc, c'est de la biochimie, comme tous les autres cours que vous avez fait. Normalement, vous êtes en train d'explorer le fonctionnement des organes. Aujourd'hui, nous allons s'attaquer à un autre organe qui est le rein. Donc, comme vous le savez, le rein, c'est un organe noble. Vous savez à peu près à quoi il sert. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec des paramètres biochimiques. Qu'est-ce que ça veut dire des paramètres biochimiques? Avec des analyses de sang, le reflet du fonctionnement du rein. Est-ce que le rein fonctionne correctement? Est-ce qu'il ne fonctionne pas correctement? Si jamais nous sommes devant une pathologie rénale, quelle est cette pathologie rénale? Donc, comme tout autre cours d'exploration, notre cours sera organisé en trois parties. La première partie, ça va être la physiologie rénale, anatomie et physiologie rénale, c'est-à-dire on va voir un rein normal, comment est-ce qu'il fonctionne. Lorsque tout va bien, comment est-ce qu'un rein normal fonctionne, qu'est-ce qu'il contient, comment est-ce qu'il fonctionne. Ok. Ensuite, nous allons voir l'exploration, c'est-à-dire les paramètres biochimiques qu'on pourra doser pour voir le reflet du fonctionnement rénal. Et en troisième partie, la troisième séance, Inch'Allah, on va voir les différentes pathologies que peut toucher le rein. Okay. Donc aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la physiologie, à l'anatomie et à la physiologie rénale. Donc le plan de notre cours sera organisé comme suit. Tout d'abord, nous verrons une petite introduction. Ensuite, l'anatomie et la physiologie rénale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, la deuxième séance, ça va être consacrée à l'exploration biochimique de la fonction rénale. Nous allons voir, vous allez comprendre par la suite qu'il y a trois parties dans ce titre-là. L'exploration de la filtration glomérulaire d'abord. Ensuite, l'exploration de la fonction tubulaire. Ensuite, les examens qu'on peut doser sur les urines, dans les urines. Et ensuite, l'exploration de la fonction endocrine du rein. Quatre parties. Et enfin, nous allons voir les pathologies du rein. Nous allons voir l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale chronique et la protéinurie pathologique. Vous allez comprendre tout cela par la suite. Donc on commence par une introduction. Donc il faut savoir que le rein, comme je vous ai dit, c'est un organe noble. Il joue un rôle vital et nécessaire dans l'organisme. S'il n'y a pas de rein, il n'y a pas de vie. Il est responsable de ce qu'on appelle l'homéostasie interne. Homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne. C'est lui qui assure l'équilibre interne de notre organisme. Et l'unité fonctionnelle de ce rein, l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire que la chose la plus importante dans le rein, c'est le néphron. C'est le néphron. Donc, dans ce cours, comme je vous ai dit, nous allons essayer de répondre à trois genres de questions. La première, quelle est la structure du rein et comment est-ce qu'il fonctionne? Ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, anatomie, physiologie rénale. Deuxièmement, comment explorer par des paramètres biochimiques, par des dosages sur des prises de sang ou bien urinaires, le fonctionnement de notre rein. Et en troisième lieu et dernier, quels sont les principaux dysfonctionnements du rein? Quelles sont les pathologies rénales? D'accord? Jusqu'à présent, ça va? Très bien. On commence par l'anatomie et la physiologie du rein. Anatomie, physiologie du rein. Tout d'abord, par l'anatomie, ici, par l'anatomie. On commence par une description externe. Donc, on est à l'extérieur, on va voir qu'est-ce qui entoure le rein. Donc, les reins font partie du système urinaire. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le système urinaire. Donc, vous avez les reins, vous avez l'urétère, ça, c'est le tube en quelque sorte qui achemine les urines du rein vers la vessie. Vous avez la vessie et vous avez l'urètre. Ici, l'urtère et ici, l'urètre. Donc, vous avez les reins, l'urtère, la vessie et l'urètre. L'urètre, c'est le tube qui va nous libérer les urines à l'extérieur de l'organisme. Ça, c'est le système urinaire. Et vous voyez que le rein fait partie de ce système urinaire. Donc ici, ils sont situés, les deux reins, dans l'espace rétropéritonéal, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Vous voyez, c'est la colonne vertébrale, et vous avez les deux reins. Entre les vertèbres thoraciques T12, ici, ça, et la vertèbre lombaire L3, ici, entre les deux. D'accord? Donc le rein droit est un peu plus bas que le rein gauche. Vous voyez ici, le rein droit est un peu plus bas par rapport au rein gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a le foie. D'accord? Juste derrière, il y a le foie. Très bien. Donc chaque rein, vous voyez ici. Donc ici, on va zoomer ici. On va zoomer à l'intérieur. Ici, on va voir ce qui se passe. Donc chaque rein, vous voyez là, est coiffé dans sa partie supérieure par une glande qu'on appelle la glande surrénale. Vous connaissez la glande surrénale? À quoi elle sert la glande surrénale? Voilà, libération d'hormones, les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et certains androgènes.
D'accord? C'est ça le rôle de la surrénale. Et la surrénale, elle a un lien étroit avec le rein. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle synthétise des hormones qui vont réagir sur le rein. On va voir tout ça par la suite. Ok? Et le rein a une forme d'haricot. C'est un haricot. Elle a une forme d'haricot. Une partie externe convexe, celle-là, et une partie interne concave, celle-là. Donc ici, cette partie-là, on l'appelle le île. Le île, c'est là où pénètrent et ressortent les artères et les veines rénales, ce qui est en bleu et rouge ici. C'est là aussi que sort le fameux urtère. Et aussi les vaisseaux et les défauts nerfs sanguins. Donc le rein pèse environ, chaque rein pèse environ 150 grammes. On est d'accord? Mesure 12 cm de haut, 6 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Donc vous voyez que ce n'est pas un gros organe, c'est un petit organe contrairement à ce qu'on pense. Très bien. Maintenant on va passer à la description interne. Donc on va couper le rein ici. On va faire une coupe longitudinale et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on a ouvert notre rein et on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc le rein, il contient, donc d'abord, chaque rein est entouré d'une capsule fibreuse. Ce qui est en rouge ici, vous voyez ce qui est en rouge là? Ça c'est une capsule fibreuse. Ce qui est en rouge ici, ça c'est une capsule fibreuse. Donc chacun est entouré d'une capsule fibreuse. Donc à l'intérieur, donc si on rentre à l'intérieur, le parenchyme rénal est constitué de deux zones. La première zone, ou bien la première région, commence de là, de la capsule fibreuse, jusqu'à ici. Donc ça. D'accord? Ça, c'est la partie corticale, ou bien le cortex périphérique. Le cortex périphérique. Et ensuite, il y a la médulaire. La médulaire va de là jusqu'à là. De là jusqu'à là. Ça, c'est la médulaire. Très bien. Donc, si on voit un petit peu ici la médulaire, qu'est-ce qu'elle contient? Parce que c'est la médulaire qui est la plus importante. La médulaire, ici, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des structures triangulaires. Ça, voilà. Ça, c'est une structure triangulaire. On l'appelle les pyramides, on les appelle les pyramides de Malpighi. Les pyramides de Malpighi sont séparées entre les deux par des colonnes de Bertin. Colonne de Bertin, ça, c'est la colonne de Bertin. Donc, au sommet de chaque pyramide, on prend par exemple cette pyramide-là, au sommet, ici, il y a ce qu'on appelle la papille. Ça, c'est la papille. Cette papille conduit l'urine définitive qu'elle produit vers une sorte de petit récipient, là, qu'on appelle le calice. Calice. Donc, vous avez au sommet de chaque pyramide un calice. Là, un calice, là, un calice, là, un calice, etc. Ces calices-là, ou ces petits bassinets, vont se réunir ici pour former le bassinet. Le bassinet, son rôle, c'est quoi? C'est de stocker les urines pour qu'elles soient éjectées en dehors du rein via l'urtère. D'accord? Donc, le rein, comme on avait dit, l'unité fonctionnelle, son unité fonctionnelle la plus importante, c'est quoi? C'est le néphron. Donc, si on zoome à l'intérieur d'une pyramide de Malpighi, on va voir qu'il y a des petites structures fonctionnelles qu'on appelle les néphrons. C'est le plus important dans le rein. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'irrigation de ce rein. Comment est-ce que le rein est irrigué? D'accord? Donc, le rein, puisque son rôle, qu'on va voir par la suite, l'un de ses rôles principaux, c'est de filtrer et d'épurer le sang. Donc, automatiquement, il doit être en contact étroit avec le sang pour le faire. Donc, il doit être richement vascularisé. OK? Donc, le sang arrive vers le rein. Donc, le sang pénètre le rein via ce qui est en rouge ici, via l'artère rénale. Via l'artère rénale. L'artère rénale, elle-même, prend naissance de l'aorte abdominale. L'aorte abdominale, c'est la plus grosse aorte de notre corps. Ça veut dire que le rein reçoit un grand débit sanguin. D'où son rôle important. C'est parce qu'il va épurer le sang. Donc, il doit avoir une grande quantité de sang. Donc, l'artère rénale prend naissance de l'aorte abdominale. Ensuite, cette artère rénale, une fois qu'elle pénètre le rein, elle va se diviser en deux. Elle va se diviser en deux petites artères qu'on appelle les artères segmentaires. Vous voyez ici, ça, c'est l'artère segmentaire. Ensuite, l'artère segmentaire, elle va continuer à se diviser. Ici, vous voyez, entre les pyramides, elle va vous donner les artères interlobaires entre les pyramides. D'accord? Ensuite, cette artère interlobaire va se diviser encore en deux. Elle va vous donner ici l'artère archée. L'artère archée. Ensuite, l'artère archée va se diviser encore pour vous donner des artères interlobulaires, cette fois. Interlobulaires et non pas interlobaires. Compris? Ensuite, vous allez voir ça par la suite, ces petites artères interlobulaires vont encore se diviser pour donner des artérioles.
des artérioles afférentes et efférentes qui pénètrent les ressorts du néphron. Et ensuite, ces artérioles vont aussi se diviser en capillaires. Une fois qu'il y a des capillaires, on est arrivé aux capillaires, le sang va être filtré et il va revenir, il va faire le retour inverse. Il va faire le retour inverse via, est-ce qu'il va faire le retour inverse via le réseau artériel ou bien le réseau veineux? Il va faire le retour inverse, le chemin inverse via le réseau veineux. Et c'est la même chose. Donc vous avez les veines interlobulaires, les veines arquées, les veines interlobaires, ensuite les veines segmentaires, et ensuite, à la fin, la veine rénale. Ce qui est en bleu ici. D'accord? Compris? Donc c'est la même chose. Chemin d'entrée et le chemin de sortie. C'est les mêmes calibres. Parfait. La veine rénale, elle va sortir du rein et elle va s'insérer dans la veine cave inférieure. Maintenant, on va voir ici, on va zoomer ici et on s'intéresse à cette fameuse unité fonctionnelle du rein, le néphron. On va voir de quoi est-ce qu'il est constitué, comment est-ce qu'il est formé. Très bien, le voici, le néphron. Si on fait un zoom, on arrive à ce néphron-là. Donc, vous voyez que le néphron est constitué, au prime abord, comme ça, de deux parties, deux principales parties. Vous avez la première partie, ça. Cette partie-là. Cette partie-là, on l'appelle le corpuscule rénal. Le corpuscule rénal. Donc, vous voyez d'abord, avant de commencer, que le néphron, il est constitué de tubules, de tubes. Vous voyez ici ce qui est en jaune. Ça, c'est les tubules rénaux. Et ces tubules sont entourés par des capillaires sanguins. La première partie, comme on avait dit, c'est le corpuscule rénal. C'est ça. C'est le corpuscule rénal. Le corpuscule rénal lui-même est constitué de quoi? Il est constitué d'un système capillaire ici à l'intérieur, ce qui est en rouge ici, d'un système capillaire qu'on appelle le glomérule rénal, d'accord, d'un système capillaire qu'on appelle le glomérule rénal. Ce système capillaire, il est englobé d'une coiffe qu'on appelle la capsule de Bowman, ce qui est en jaune ici. Ça. Donc, vous voyez ici, vous avez la capsule de Bowman et vous avez à l'intérieur, ici, le glomérule rénal. Le glomérule rénal, c'est quoi? Ce n'est que des capillaires sanguins. Le sang entre vers ces capillaires via l'artériole glomérulaire afférente, ça veut dire qu'elle ramène le sang, et le sang ressort de ces capillaires-là, via l'artériole glomérulaire efférente. Donc le sang va venir, d'où est-ce qu'il va venir? Alors logiquement, de l'artère interlobulaire. Le sang va venir de l'artère interlobulaire, il va arriver à l'artériole glomérulaire afférente, il va entrer dans les capillaires glomérulaires, il va lui arriver des choses, donc on va voir, donc il va être filtré, c'est ça, et ensuite il va ressortir des capillaires, et il va ressortir via l'artériole glomérulaire efférente. Une fois qu'il ressort de l'artériole glomérulaire efférente, il va pénétrer dans le réseau capillaire péritubulaire. On va voir tout ça. Donc ça c'est la première partie, le corpuscule rénal. À quoi il va servir ce corpuscule rénal? Sa fonction c'est quoi? Sa fonction, en quelque sorte, c'est une fonction de tamis, comme un tamis naturel. C'est un tamis qui contient des pores, donc le sang va être forcé de traverser ce tamis-là, il va être filtré. Donc certains éléments du sang vont pouvoir passer le tamis, d'autres, les plus gros, vont pas pouvoir passer et vont rester, donc ils vont ressortir via l'artère efférente. Donc il va y avoir une filtration glomérulaire ici. Il va y avoir un premier nettoyage du sang, ce qu'on appelle la filtration glomérulaire, pour avoir, donc le sang va venir ici, va être filtré. Ce qui a été filtré va passer le glomérule, on va l'appeler l'urine primitive, c'est la première urine, elle n'est pas encore finie, c'est l'urine primitive, et le reste va ressortir via l'artériole glomérulaire efférente, et il va continuer son nettoyage via les capillaires péritubulaires. Très bien. Ensuite, vous avez la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ça. C'est ça. Donc, vous avez ici ce qui est en jaune, ce sont les tibules rénales, les tibules des néphrons. Ils sont entourés par des capillaires, ce qui est en rouge ici, et en bleu. Le rouge, c'est le réseau artériel, et le bleu, c'est le réseau veineux, par les capillaires péritubulaires. Et cette partie-là, qui est en bas, on l'appelle, celle qui entoure, les réseaux qui entourent l'anse de Henle, on va voir tout cela après, on les appelle vasa recta, ou bien la vasa recta. Vasa recta fait partie des capillaires péritubulaires. Ok? Qu'est-ce qui va arriver dans ces artères péritubulaires et les tubules rénaux? Il va y avoir deux phénomènes. Il va y avoir des échanges qui vont se faire. Des échanges qui vont se faire entre ce qui est en jaune, les tubules rénaux, et ce qui est en rouge et bleu,
le réseau sanguin. Il peut y avoir soit des absorptions, ça veut dire que des constituants de l'urine qui sont à l'intérieur du tubule vont ressortir et rejoindre le sang, des absorptions, ou bien des sécrétions, c'est-à-dire des constituants qui sont dans le sang vont être éliminés dans les urines. D'accord? À l'issue, à la fin, à la sortie de ce fameux réseau et tubule, on aura notre urine qui est dite définitive. Ça veut dire l'urine complètement finie. C'est l'urine définitive. Ok? Donc au début, dans la première partie, on aura une urine primitive au niveau du corpuscule rénal. Et à la fin, on aura notre urine définitive. D'accord? Compris? Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est en jaune ici, au tubule jaune. On va voir quelles sont les différentes parties de ce tubule jaune. Très bien, on va voir. Donc ce qui est en rouge ici, ce qui est en orange, c'est ça. Ce qui est en jaune. Donc on va un petit peu libérer les tubules du réseau capillaire. On va les faire sortir, on va voir de quoi il est constitué ce tubule-là. Okay? Voilà, on l'a libéré. Donc chaque tube urinifère, il est constitué de plusieurs segments. Donc vous voyez ici, vous avez le corpuscule glomérulaire, ça. Et vous avez le reste du tubule urinifère. La première partie, c'est quoi? Elle commence de là jusqu'à là. Donc de là jusqu'à là. Donc ça, on l'appelle le tube contourné proximal. Le tube contourné proximal. Ensuite, vous avez la deuxième partie. C'est l'anse de Henle. C'est l'anse de Henle. L'anse de Henle, elle-même, elle est constituée de trois parties. Vous avez l'anse grêle descendante. Donc l'anse de Henle commence de là jusqu'à là. Donc l'anse grêle descendante, ici, ça. Grêle, ça veut dire qu'elle est fine. Ensuite, vous avez l'anse ascendante grêle. D'accord? Et vous avez ici l'anse ascendante large. Donc, l'anse descendante parce qu'elle descend, grêle. L'anse ascendante, c'est parce qu'elle va monter, grêle. Et vous avez l'anse ascendante large. Donc, trois parties. D'accord? Ensuite, vous avez, donc, de là jusqu'à là, ce qu'on appelle le tube contourné distal. Le tube contourné distal. Et si vous remarquez ce tube contourné distal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir et entrer en contact avec le glomérule. Vous voyez que le tube contourné distal entre en contact avec le glomérule. Avec le glomérule, ou ça plus précisément, au niveau de l'artériole. Quelle artériole? Artériole afférente. Vous voyez ici l'artériole afférente. Le TCD entre en contact avec l'artérielle afférente. Pourquoi faire? Pour former ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire. Donc si on zoome ici, vous voyez ici, ça c'est l'artériole afférente et ça c'est le TCD. Donc dans le point de contact des deux tubules, donc entre le TCD et l'artériole afférente, donc ça, on l'appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Le rôle de cet appareil juxtaglomérulaire, c'est de faire quoi? Vous connaissez normalement. C'est de synthétiser quoi? C'est de synthétiser l'EPO, l'érythropoïétine. L'EPO, c'est une hormone qui va favoriser la multiplication des cellules rouges. Et elle va aussi, cet appareil-là va synthétiser aussi une autre hormone qu'on appelle la rénine. La rénine, c'est l'hormone qui régule, plutôt qui contrôle la pression artérielle. La rénine va aboutir une chaîne de signalisation vers l'aldostérone. Donc le début c'est la rénine et la fin c'est l'aldostérone. L'aldostérone va venir réagir sur les reins pour lui demander d'absorber plus de sodium et de ce fait d'absorber plus d'eau parce que vous savez que l'eau suit le sodium. Donc quand la rénine, quand le rein ou bien l'appareil juxtaglomérulaire détecte qu'il y a une baisse de la pression artérielle, il va sécréter la rénine. La rénine, par la suite, elle va sécréter l'aldostérone et l'aldostérone va venir ordonner au rein d'absorber plus de sodium et de fait plus d'eau, donc d'augmenter la pression artérielle. Donc enfin, ici, celui-là, ça c'est le tube collecteur, le TC, non pas le TB, hein, il y a une erreur ici, le TC, le tube collecteur. Le tube collecteur, c'est lui qui va recevoir la dernière étape de la formation de l'urine définitive. C'est à son niveau qu'il va y avoir les dernières étapes de formation de l'urine définitive. Donc vous voyez ici que les tubes collecteurs, ils ont des ramifications. Ces ramifications en réalité, c'est quoi? Ce sont d'autres néphrons. Donc vous avez un tube collecteur qui est commun à plusieurs néphrons. Donc plusieurs néphrons vont venir déverser leur contenu dans un seul tube collecteur. D'accord? Vous avez un tube collecteur qui est commun à plusieurs néphrons. Compris jusqu'à présent? Ça va? Très bien.
Maintenant, si on zoome un petit peu ici, dans l'appareil juxtaglomérulaire, pour voir un petit peu les différents types de cellules qu'il contient. Qu'est-ce qu'on aura? Donc voilà, vous avez ici le glomérule, ça c'est le glomérule. Vous avez ici, c'est quoi ça? TCD, le tube contourné distal, qui est revenu vers son glomérule. Et vous avez ici l'artériole afférente. Donc vous voyez ici que le TCD entre en contact avec l'artériole efférente. Et entre les deux, ça, vous voyez ces cellules-là, c'est l'appareil juxtaglomérulaire. Ces cellules-là, qui sont en rouge, sont appelées cellules juxtaglomérulaires. Et les cellules côté TCD, ça, on les appelle macula densa. Donc ça, comme je vous l'ai dit, synthétise le PO et la rénine. Souvenez-vous de ça. Très bien, on continue. Maintenant, on va voir un petit peu le cheminement du sang. Comment est-ce que le sang est cheminé à travers le néphron? Donc normalement, on l'a compris déjà, mais on va confirmer cela. On avait dit que le sang va venir de l'artère interlobulaire, va pénétrer l'artériole afférente. L'artériole afférente va rejoindre le glomérule ou le capillaire glomérulaire. Ensuite, le sang va être filtré ici. Il va être filtré. D'accord? Ce qui reste du sang qui a été filtré va ressortir du glomérule via l'artériole, comment on l'appelle? Efférente. Ensuite, l'artériole efférente va rejoindre le réseau péritubulaire. Quand il arrive au réseau péritubulaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des échanges tubulaires. Vous avez la réabsorption de l'urine vers le réseau sanguin ou bien les sécrétions du réseau sanguin vers les urines. Et à la fin, donc ici, comment est-ce qu'on appelle l'urine qui est ici plutôt? Urine primitive. Et l'urine qui est ici? L'urine définitive. Très très bien, parfait. Ensuite, ici à la sortie, le sang qui ressort, où est-ce qu'il va aller? Veine interlobulaire. Très bien. On continue. Maintenant, si on voit un petit peu les différents types de néphrons qui existent, vous avez deux types de néphrons. Vous avez les néphrons juxtamédulaires. Les néphrons juxtamédulaires, vous voyez que leur anse de Henle pénètre à l'intérieur de la médulaire. Pénètre profondément à l'intérieur de la médulaire. Et vous avez les néphrons corticaux. Leur anse de Henle, elle est plus petite que cela. Donc, elle ne pénètre pas la médulaire rénale. Okay? Elle reste dans la partie corticale. Okay? En réalité, plus on pénètre profondément dans la médulaire, plus l'osmolarité augmente. Vous allez comprendre tout ça. Et il y aura des échanges qui vont se faire. D'accord? Donc vous allez comprendre tout cela. Pour le moment, il faut comprendre qu'il y a deux types de néphrons. Les néphrons juxtamédulaires, longs, et les néphrons corticaux, qui sont petits, qui restent dans la zone corticale. Donc vous voyez ici, vous avez deux néphrons. Le premier, juxtamédulaire, et ce néphron-là, on l'appelle cortical. Vous voyez que ces deux néphrons partagent le même, c'est quoi ça? Tube collecteur. Les deux néphrons partagent le même tube collecteur. Compris? Très bien, parfait. Très bien, maintenant on a fini avec l'anatomie. Maintenant on va voir la physiologie, de la même manière, physiologie de manière bref. Ok? Quel est le rôle du rein? Donc le rein a trois rôles. Le premier rôle, c'est la formation d'urine, ça on le sait. Deuxième rôle, c'est quoi? C'est la fonction endocrine. Troisième rôle, c'est quoi? C'est métabolique, faire la néoglucogénèse avec le foie. On va commencer avec l'urine. En formant l'urine, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier le sang et éliminer les déchets sanguins qui sont issus de l'organisme. Vous savez que notre organisme produit des déchets. Un organisme vivant produit des déchets. Et ces déchets-là, il faut qu'ils soient éliminés. Comment est-ce qu'ils sont éliminés? Ils sont éliminés via les urines et via le rein. Vous avez des déchets endogènes, tels que l'urée par exemple, la créatinine, d'accord, des acides uriques, les hormones catabolisées, débris cellulaires, etc., etc. Tout ça, ce sont des déchets endogènes. Et vous avez des déchets exogènes, ce qu'on ingère, ce qu'on prend. Par exemple, les antibiotiques, les médicaments, les toxines, les pesticides, les insecticides. Donc tout ça, ce sont des déchets. S'il n'y avait pas de rein, ces déchets s'accumuleront au niveau de l'organisme. Aussi, en formant l'urine, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restituer certains éléments qui sont nécessaires à l'organisme. Par exemple, il va réabsorber du glucose, il va réabsorber des acides aminés, il va réabsorber des protéines qui ont réussi à être filtrées par le glomérule. Parce que le glomérule, je vous ai dit que c'est une simple filtration. Certains éléments vont être filtrés. Par exemple, le glucose va se retrouver dans l'urine primitive.
Mais après, quand il va arriver au tubule, les tubules vont réabsorber tout le glucose. Pourquoi? Parce que le rein sait que le glucose est important. Je ne vais pas le lâcher, je vais le réabsorber. La même chose pour les acides aminés, la même chose pour les protéines. En formant aussi l'urine, le rein va réguler ce qu'on appelle l'équilibre hydrique de l'organisme. C'est via l'urine que le rein va régler la pression artérielle. Quand la pression artérielle augmente, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer plus d'eau pour diminuer le volume sanguin et abaisser la pression artérielle. Et au contraire, quand il y a déshydratation et quand la pression artérielle diminue, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire stop, j'ai pas beaucoup de pression, je vais retenir l'eau. D'accord? Vous voyez qu'en formant l'urine, le rein régule la pression artérielle. De la même manière, en formant les urines, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réguler ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrolytique. Ce sont les ions. Vous savez que l'organisme a besoin d'ions pour fonctionner. Il a besoin de sodium, a besoin de calcium, de magnésium, etc. Donc il va réguler le phosphore, le calcium et le magnésium. Il va réguler aussi le sodium, le potassium et le chlore. Il va réguler aussi les bicarbonates et l'équilibre acido-basique, l'acidité du sang. Donc vous voyez que tout cela se fait avec la formation des urines. Donc qui dit urine, ce n'est pas seulement déchets ou épuration. C'est déchets, épuration certes, mais aussi toute une régulation de l'homéostasie interne. Donc des équilibres internes, équilibre hydroélectrolytique, équilibre hydrique et équilibre acido-basique. Compris? Très bien. La deuxième fonction, comme on le sait, c'est la synthèse des hormones. Donc vous avez ce qu'on avait vu, le système rénine, angiotensine, aldostérone, par l'appareil juxtaglomérulaire. Il sécrète aussi le rein des médiateurs vasoactifs. Qu'est-ce que ça veut dire médiateur vasoactif? Quand par exemple la pression diminue, la pression artérielle diminue, le rein va le détecter. Il va sécréter des médiateurs vasoactifs, ils vont venir serrer les artères de telle manière à diminuer leur diamètre et de ce fait de restaurer la pression artérielle. Parce que vous savez que les artères sont entourées de muscles lisses. Ces muscles lisses, lorsqu'elles sont stimulées, ils se contractent et diminuent le diamètre des artères de telle manière à compenser un petit peu la perte de la pression artérielle. Ces médiateurs vasoactifs sont les prostaglandines et la bradykinine. Le rein aussi synthétise l'érythropoïétine. L'érythropoïétine par le système juxtaglomérulaire aussi. Et aussi, le rein joue un rôle très important dans le métabolisme phosphocalcique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la vitamine D. Parce que vous savez que la vitamine D qu'on prend à l'état initial, elle n'est pas active. Elle n'est pas hydroxylée. Elle est hydroxylée seulement en position 25. Donc il lui faut une deuxième hydroxylation en position 1 pour qu'elle soit active. Et cette hydroxylation-là se fait au niveau rénal. Vous voyez un petit peu le rôle du rein. S'il n'y avait pas de rein, il y aurait ce qu'on appelle une ostéoporose. D'accord? Il n'y aura pas de minéralisation des os. Très bien. Et le troisième rôle, c'est un rôle métabolique. C'est un rôle métabolique. Ça veut dire que le rein intervient dans le métabolisme et plus précisément à 20% dans la néoglucogénèse. Donc en plus du foie, le rein va faire de la néoglucogénèse. Très bien. Maintenant, plutôt, on va s'intéresser à la formation de l'urine. Comment est-ce qu'elle va se faire, cette formation de l'urine? Ok? Donc ça, on sait les différents rôles. Maintenant, on va voir comment est-ce que le rein forme l'urine. Ok? Il faut savoir que l'urine définitive, la formation de l'urine définitive, passe par deux grandes étapes. Tout d'abord, filtration glomérulaire pour donner l'urine primitive. Très bien. Et ensuite, l'urine primitive. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va lui faire exactement les échanges tubulaires à réabsorption ou bien sécrétion. D'accord? Ce sont les échanges tubulaires pour donner à la fin l'urine définitive. Très bien. Voilà. Donc vous avez la filtration glomérulaire pour former l'urine primitive, ici. Et vous avez les échanges tubulaires pour former l'urine définitive, ici. Donc tout d'abord, on va commencer par la filtration glomérulaire. Ok? Filtration glomérulaire. Donc c'est la première étape de la formation de l'urine, ça on le sait. C'est quoi cette filtration? C'est une simple filtration de l'eau et de ces substances dissoutes dans le plasma. C'est une simple filtration, c'est comme un tamis. On fait passer le sang dans un tamis, à travers un tamis. Donc à travers une membrane glomérulaire, la membrane glomérulaire qui est semi-perméable et peu sélective. C'est-à-dire peu sélective, ça veut dire que cette membrane glomérulaire, elle ne va pas sélectionner. Par exemple, je vais prendre glucose seulement, je ne vais pas prendre ça. Elle prend toutes les substances qui sont petites et qui ont une certaine charge électrique. On va voir tout cela. Mais à part ça, il n'y a pas une certaine sélection. D'accord? Donc toute substance qui répond à ces deux conditions, petite et chargée positivement, va pouvoir être filtrée. Tout simplement. Ok?
Donc, cette filtration, elle est aussi unidirectionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire unidirectionnelle? Dans une seule direction. Ça veut dire qu'elle va se faire du sang vers les tubules, et non pas l'inverse. Ok? Elle est passive. Qu'est-ce que ça veut dire passive? Exactement, elle ne nécessite pas d'énergie. Il n'y a pas de consommation d'ATP. C'est juste la pression hydrostatique du sang, la pression artérielle, qui va pousser le sang à être filtré. Il n'y a pas de transporteur spécifique ou bien d'ATP qui vont entrer en jeu. Donc, dans les conditions de repos, les reins sont irrigués à peu près entre 1000 et 1200 millilitres par minute. Donc, chaque minute, les reins reçoivent 1200 millilitres de sang. Ils sont irrigués par 1200 millilitres de sang. Ça veut dire que la quantité de sang qui entre les artérioles afférentes est de 1200 millilitres par minute. 125 millilitres sont filtrés. C'est-à-dire que parmi les 1200 millilitres, on va retirer 125 qui vont entrer à l'intérieur du tubule. Le reste va ressortir par quoi? Par l'artériole efférente. Ça veut dire à peu près 1000 vont ressortir par l'artériole efférente. Ok? Donc, qui dit 125 millilitres, ça veut dire que le débit de filtration glomérulaire, souvenez-vous de ce terme-là, débit de filtration glomérulaire est de 125 millilitres par minute. On aura besoin de ça après, dans l'exploration. Souvenez-vous de ça. Donc, le débit de filtration glomérulaire, c'est de 125 millilitres par minute. Ou bien, dans d'autres termes, le glomérule va laisser passer 125 millilitres de sang par minute. D'accord? Donc, chaque jour, environ, vous voyez un petit peu l'ampleur de la chose. Chaque jour, le plasma sanguin, qui contient un petit peu 3 litres de volume, est filtré 50 fois. 50 fois par le rein. Vous voyez, donc si vous multipliez 50 fois 3, ça veut dire à peu près 150 litres, ou bien 180 litres de sang sont filtrés par les reins. Très bien. Ça va, compris? Maintenant, on va voir. Donc, on avait dit que le sang va venir ici, va ressortir de là, et va être filtré, va être poussé pour qu'il soit filtré. Par quelle pression, sous quel effet ce sang va passer? Il y a certaines forces qui vont pousser le sang à être filtré. Ces forces, c'est quoi? Ce sont les différentes pressions. Vous avez l'addition de 3 pressions. Tout d'abord, vous avez la pression hydrostatique glomérulaire, ou bien, pour faire simple, c'est la pression artérielle. Parce que le sang, quand il va rentrer dans l'artérielle afférente, il va rentrer avec une certaine pression qui va le pousser contre les parois. Donc cette pression qui va le pousser contre les parois va le faire sortir des parois. Donc ça, c'est la pression hydrostatique glomérulaire. Elle est de 55 mm Hg de mercure. Ce qui est en bleu ici. Vous voyez que cette pression-là pousse le sang pour qu'il soit filtré. Premièrement. Vous avez aussi la pression osmotique glomérulaire. La pression osmotique glomérulaire. Cette pression qui est en vert. Donc vous savez que le sang ici, le plasma contient des protéines. Et ces protéines exercent une pression osmotique. Ça veut dire qu'elles attirent l'eau vers elles. La pression osmotique à l'intérieur des artères, des capillaires, elle est plus grande qu'au niveau tubulaire. Donc l'eau a tendance à être retirée des tubules vers le sang. Donc cette pression-là va venir contrecarrer la pression hydrostatique. Donc on va faire 55 moins 30 pour avoir la pression totale. 55 moins 30. Vous voyez ici le bleu pousse et le vert ne pousse pas. Au contraire. Donc vous voyez 50, 30. Et vous avez une troisième pression qui est la pression hydrostatique des tubules. Donc de la même manière qu'il y a une certaine pression qui pousse le sang à travers les parois des capillaires, vous avez une certaine pression urinaire primitive qui pousse l'urine primitive à travers les parois de la capsule de Bowman. Donc, elle pousse dans le sens inverse. Donc, la pression totale nette de filtration est égale à quoi? Est égale à 55 moins 30 plus 15. Donc, il nous restera 10 mm Hg. Ça veut dire que la pression de filtration nette, elle est de 10 mm Hg. Maintenant, on va voir un petit peu cette sélectivité faible de cette filtration glomérulaire. Donc, nous avons dit que la filtration glomérulaire, elle est peu sélective. Il y a une certaine sélectivité, mais qui est vraiment faible. La sélectivité se fait selon 2 critères. Le premier critère, c'est quoi? C'est le poids moléculaire. Donc, toutes les molécules qui ont un poids moléculaire supérieur à 70 kg d'alcan ne seront pas filtrées. Donc, toutes les substances qui ont un volume, un grand volume, ou bien un poids moléculaire supérieur à 70 kg d'alcan ne seront pas filtrées. Les molécules, par contre, ou bien les substances qui ont un poids moléculaire inférieur à 10 kg d'alcan seront complètement filtrées, parce qu'elles sont petites. Et les molécules intermédiaires, entre 10 et 70, seront partiellement filtrées. Inférieure à 10 kg d'alcan, par exemple, prenons l'exemple de l'urée. L'urée, c'est une petite molécule, elle va être filtrée complètement. La créatinine aussi.
plus de 70 kilodaltons, on va prendre par exemple les globules rouges, les éléments figurés du sang, toutes les cellules sanguines, elles ne vont pas être filtrées. Et aussi, vous avez les protéines, ça c'est très important. Les protéines, généralement, ont un poids moléculaire qui est supérieur à 70 kilodaltons, elles ne sont pas filtrées. Pas toutes les protéines qui ont un poids moléculaire supérieur à 70 kilodaltons. Il existe des protéines de faible poids moléculaire, ces protéines-là seront filtrées. Mais vite fait réabsorbées par les tubules. Pourquoi? Parce que les protéines sont importantes, il faut qu'elles soient réabsorbées. Elles sont réabsorbées par les tubules. Donc normalement, au niveau des urines, on ne devrait pas trouver de protéines ou bien une quantité mince ou faible de protéines. Ça y est? Donc cette sélectivité vis-à-vis du poids moléculaire, elle se fait grâce à quoi? Elle se fait grâce aux membranes qui constituent l'interface d'échange entre les glomérules et la capsule ici. Donc vous voyez ici, si vous voyez l'interface ici, l'interface, ça veut dire la frontière qui sépare le sang de l'urine primitive. Si on zoome, on va voir ça. Vous allez voir qu'il y a trois membranes. Tout d'abord, vous avez le capillaire des artères, les capillaires des artères. Il est constitué d'un endothélium qui est troué, un endothélium qui contient des pores. On appelle ça un endothélium capillaire fenestré. D'accord? Il contient des pores. Et ces pores-là vont laisser passer des substances qui ont un certain volume et retenir d'autres qui ont un volume grand. Vous voyez ici, c'est comme un panier. Donc vous avez ça, et vous avez aussi au niveau de la membrane basale, vous avez ce qui est en bleu ici. Donc vous avez l'endothélium capillaire fenestré, vous avez ce qui est en bleu ici, la membrane basale. Nous allons voir quel est le rôle de la membrane basale. Et en dessus, elle est recouverte par une autre membrane qui contient des pédicelles. Entre pédicelles, il va y avoir un vide. Entre deux pédicelles, il va y avoir des fentes de filtration. Et ces fentes de filtration, de la même manière que ces petits pores-là, vont laisser passer certaines substances qui sont petites et retenir d'autres. Donc vous avez une structure, une frontière qui est constituée de trois structures. Vous avez l'endothélium capillaire pénétré, vous avez la membrane basale et vous avez une autre membrane qui contient des pédicelles. Les pédicelles forment des pores. Donc la sélectivité vis-à-vis de la masse moléculaire se fait en fonction des pores de l'endothélium capillaire pénétré et des fentes interpédicelles. Maintenant, on va voir la membrane basale, qui est en bleu. La membrane basale va être responsable du deuxième critère de sélectivité, qui est les charges électriques. Les charges électriques. En effet, cette membrane basale-là, si vous voyez à l'intérieur, elle est chargée négativement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que toutes les molécules qui sont chargées négativement vont être poussées. Elles ne vont pas être filtrées. Donc, ne vont pas pouvoir être filtrées. Par contre, les substances qui sont chargées positivement vont être attirées vers la membrane basale et seront plus facilement filtrées. Parfait. Maintenant, à l'issue de cette première étape de la filtration glomérulaire, qu'est-ce qu'on va obtenir? Nous avons dit, on va obtenir l'urine primitive. Cette urine primitive, tout d'abord, elle est isotonique au plasma. Qu'est-ce que ça veut dire isotonique au plasma? Exactement, c'est à peu près ça. L'isotonique, ça veut dire qu'elle a la même osmolarité que le plasma. Pourquoi? Parce que le sodium et l'eau sont filtrés librement. Donc il va y avoir un certain équilibre qui va se faire entre l'urine primitive et le plasma, puisque l'eau et les solutés vont être filtrés facilement. Donc automatiquement, elle va être isotonique au plasma. Elle contient la plupart des constituants du plasma. Je parle bien du plasma et non pas du sang. Quand je dis plasma, ça veut dire plasma, sang en dehors des cellules sanguines. Elle est dépourvue des composants cellulaires sanguins et elle contient très peu de protéines. Donc c'est la même chose que le plasma, sauf qu'elle contient peu de protéines, à peu près 200 à 300 mg par litre. Ok? Donc ça, c'est l'urine primitive. Parfait. Maintenant, on va passer aux échanges tubulaires. Donc ça, c'est la première étape. On est arrivé ici. Donc notre urine, elle est là. Notre urine, elle est ici. Donc elle va venir traverser les tubules pour donner l'urine définitive. Ces échanges tubulaires-là, ce sont des échanges qui se font le long du tube urinifère, entre le sang des capillaires péritubulaires et l'urine primitive pour ajuster la concentration de l'urine. Donc ça va se faire entre l'urine primitive qui se trouve dans les tubules urinifères et le sang péritubulaire, pour former, à l'issue de ces échanges-là, l'urine définitive. Les échanges se font par deux phénomènes. Tout d'abord, vous avez la réabsorption, ça veut dire que le rein va reprendre des substances de l'urine vers le sang. Il va réabsorber.
Par exemple, le glucose. Il va réabsorber le glucose. Il va réabsorber les protéines. Il va réabsorber partiellement l'urée. Et la sécrétion, c'est le contraire. Du sang vers l'urine. Par exemple, sécrétion de l'ammoniac. Le transport, donc la manière avec laquelle ces échanges vont se faire, va se faire contrairement à la filtration, par des échanges qui seront spécifiques cette fois-ci, sélectifs, et non pas comme la filtration. Cette fois-ci, il va y avoir une sélectivité. Et dans certains cas, il va y avoir consommation d'énergie. C'est pour ça que ces substances-là vont pouvoir être transportées par deux manières. Soit par des transports passifs, transport passif qui dit passif ne nécessite pas d'ATP, et se fait sous l'effet de la pression osmotique. Transport passif, ça veut dire se fait sous l'effet de la pression osmotique. Ou bien gradient de concentration. Ça veut dire que les échanges vont se faire dans le sens de la concentration. Okay? Du plus concentré vers le moins concentré pour les solutés. Par exemple, vous avez deux milieux. Un milieu ici et un milieu ici. Séparés par une membrane semi-perméable. Dans le milieu ici, vous avez beaucoup de sodium, de Na. Et dans ce milieu-là, vous avez peu de sodium. Donc naturellement, le sodium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et imaginez qu'en même temps, vous avez de l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'inverse. Elle va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc c'est l'inverse. Ok? Très bien. Donc, ce que je viens de dire, donc l'eau se déplace sans énergie du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, c'est l'osmose. Et par contre, les solutés se déplacent sans énergie du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. D'accord? Très bien. Ou bien se fait par le transport actif, consomme de l'énergie. Ici, par contre, il n'y a pas de notion de gradient de concentration. Quand il y a énergie, ça veut dire que le transporteur va pousser les solutés, même si le milieu dans lequel vont se retrouver les plus concentrés, ils vont le pousser parce qu'il y a consommation d'énergie. Donc ça va pas se faire, ça peut se faire dans le sens du gradient de concentration, comme ça peut se faire contre le gradient de concentration. Mais généralement, quand il y a ATP, c'est contre le gradient de concentration. Il se réalise obligatoirement par des transporteurs qui sont spécifiques. Très bien. Donc il y a une autre remarque qu'il faut connaître, c'est que le parenchyme rénal. Le parenchyme rénal. Donc vous voyez ici, imaginez que ça c'est le rein, c'est une coupe transversale du rein. Et plus on s'enfonce à l'intérieur, on va s'enfoncer dans la médulaire. Donc vous avez ici la corticale, et ici c'est la médulaire. Ici c'est la surface externe de la médulaire, et ici c'est la surface interne de la médulaire. Et ici c'est l'échelle de l'osmolarité. L'échelle de l'osmolarité, ou bien la concentration du parenchyme rénal. Donc vous voyez que la partie corticale, vous avez une osmolarité qui est égale à 300 milliosmoles, qui est à peu près égale à celle du plasma. Mais plus on s'enfonce à l'intérieur, plus l'osmolarité augmente, plus le milieu se concentre. Et qui dit que le milieu se concentre, ça veut dire que les capillaires péritubulaires, de la même manière, puisque les échanges vont se faire entre l'eau et soluté naturellement, eux aussi se concentrent. Ça veut dire que la capillaire ici, ils ont une concentration de 300 milliosmoles, et au fond, ils ont une concentration à peu près égale à celle du parenchyme, qui est de 1300 ou bien de 1400 milliosmoles. Est-ce que vous avez compris? Donc cette concentration graduée de l'osmolarité de ces différentes de ce réseau péritubulaire va nous servir par la suite dans les échanges entre l'once de Henle et ces capillaires. Vous allez le voir par la suite. Ça, il faut le retenir. Est-ce que vous avez compris? On met en tête que les capillaires péritubulaires, à la surface, ils ont une osmolarité à peu près qui est égale à 300 milliosmoles, et à l'intérieur de la médulaire, ils ont une osmolarité qui est à peu près à 1200 milliosmoles. Compris? Très bien. Maintenant, on va voir ce qui va se passer fraction par fraction. On va commencer dans le TCP, tube contourné proximal. Donc il faut savoir ici que c'est très compliqué. Il y a des transporteurs, il y a tout un engrenage de transporteurs. Donc ici, c'est pas nécessaire pour vous. Donc je vous ai donné seulement, dans chaque fraction, quelle est la substance qui a été absorbée, quelle est celle qui a été sécrétée. Je ne vous donne pas le mécanisme par lequel ça va se faire, parce que ce n'est pas l'intérêt du cours. Okay? Dans le TCP, ce qui engendre, c'est votre urine. Donc ici, donc ça c'est l'urine, et ici c'est quoi? C'est le sang. Le liquide tubulaire demeure isotonique par rapport au plasma tout au long du TCP. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'osmolarité de l'urine qui se trouve au niveau du TCP va rester tout au long du TCP isotonique au plasma.
ça veut dire qu'elle va avoir la même osmolarité que le plasma. Pourquoi? Parce que, au niveau de cette fraction-là du TCP, les échanges de l'eau et de soluté se font simultanément. Ça veut dire comme s'il y a un libre échange de l'eau et des solutés. Donc, si vous avez un libre échange de l'eau et des solutés, il va y avoir un équilibre entre le sang et l'urine. Et de ce fait, vous allez être dans les mêmes osmolarités. Vous allez être en isotonique au plasma. Donc, tout au long du TCP, les échanges de l'eau et des solutés vont se faire en même temps, au même moment. Et de ce fait, forcément, puisque ces échanges se font en même temps, le TCP va rester isotonique au plasma. Ou bien on peut appeler ça échange iso-osmotique. Échange iso-osmotique. Est-ce que c'est compris? D'accord, très bien. Donc, au niveau du TCP, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une réabsorption de l'eau. La plus grande partie de l'eau qui se trouve au niveau des urines primitives va être réabsorbée au niveau du TCP. 70% de l'eau de l'urine primitive va être réabsorbée au niveau du TCP. Il va y avoir aussi réabsorption des électrolytes, sodium, chlore et calcium surtout. Certains se font par des transports passifs et d'autres par des transports actifs. Je n'ai pas voulu détailler. Il va y avoir aussi, ça c'est très très important, réabsorption de la totalité du glucose qui se trouve au niveau des urines primitives. Parce que le glucose, il est précieux. C'est le premier substrat énergétique de l'organisme. Il ne faut pas qu'il soit perdu dans les urines, c'est du gâchis. Donc il va être repris, d'accord, par le TCP. Mais attention, parce que le glucose va être réabsorbé par des transporteurs spécifiques qu'on appelle des glutes. Ces transporteurs-là ont une capacité de réabsorption qui est limitée. Si une personne est diabétique, par exemple, et elle contient dans sa concentration sanguine 3 grammes de glucose. Donc, puisque le glucose a été filtré, on va se retrouver avec 3 grammes de glucose dans l'urine primitive. Donc, les transporteurs, les glutes, ces fameux glutes qui réabsorbent le glucose, leur capacité de réabsorption maximale, elle est de 1,8 g par litre. Donc, au-delà, elles vont réabsorber 1,8 et le reste va être perdu. Ils ne vont pas pouvoir le réabsorber. Donc, le reste va se retrouver au niveau des urines. C'est pour ça que chez les personnes diabétiques, on a ce qu'on appelle la glucosurie. Ils ont du glucose dans les urines. Et d'ailleurs, l'un des moyens de diagnostic ou bien de contrôle, c'est de rechercher du glucose au niveau des urines, pas des bandettes urinaires. D'accord? On va voir tout cela par la suite. Donc, la capacité de réabsorption des transporteurs du glucose est de 1,8 g par litre. Vous avez aussi la réabsorption des acides aminés. Et vous avez aussi la réabsorption des phosphates. Les phosphates, les acides aminés, je ne vais pas vous expliquer, les acides aminés sont importants pour la synthèse des protéines, dans le métabolisme, etc. Donc, il est nécessaire de les réabsorber. Les phosphates sont importants, pourquoi? Très très bien. Les phosphates sont responsables de l'équilibre acido-basique. Et il y a aussi réabsorption d'une certaine quantité d'acide urique. Donc l'acide urique, il faut savoir qu'il est complètement filtré et réabsorbé d'une manière partielle. Et il y a aussi la réabsorption de faibles quantités de protéines, les protéines, ces fameuses protéines qui ont échappé au tamis, qui ont pu être filtrées à l'intérieur de l'urine primitive, vont être réabsorbées. En même moment, il va y avoir la sécrétion. Tout ça, c'est la réabsorption. Et il y aura aussi une sécrétion. Sécrétion de quoi? De déchets. Certains déchets. Tels que l'ammoniac, par exemple. NH3. NH3, c'est un déchet, il va être sécrété. Donc, je n'ai pas voulu vous mettre tout. Je vous ai mis seulement les plus importants. Donc, à mon niveau, pour mon cours, il suffit d'apprendre cela. Hein. N'allez pas chercher d'autres informations. D'accord. Donc, maintenant, à la sortie du TCP, le rein a réabsorbé 2/3 de l'eau de l'urine primitive. L'urine formée, elle est isotonique au plasma. Vous allez me dire comment ça se fait les isotoniques au plasma, puisque l'eau est sortie. Quand l'eau sort, ça veut dire qu'il y a une concentration. Et ensuite, juste après, les solutés qui sont concentrés vont sortir aussi. Donc ça veut dire que la perte d'eau est compensée par la sortie des électrolytes. Est-ce que vous avez compris? Mais si il y avait sorti seulement de l'eau et pas de soluté, à ce moment-là, l'osmolarité va être modifiée. Compris? Donc c'est pour ça que lorsque les échanges de l'eau et des solutés se font en même temps, l'osmolarité est toujours équilibrée. Maintenant, on va voir l'once de Henle. Dans l'once de Henle, contrairement au TCP, ici, les échanges des solutés et de l'eau vont se faire d'une manière découplée. D'une manière découplée. Qui dit découplée, ça veut dire automatiquement l'osmolarité va se retrouver modifiée. Donc, au départ, essayez d'imaginer avec moi. Donc, l'once de Henle, on avait dit qu'elle contient 3 fragments, 3 segments. Tout d'abord, la branche ascendante ou bien descendante? Descendante.
Qui dit descendante, ça veut dire elle pénètre la médullaire. Qui dit pénètre la médullaire, ça veut dire elle va se retrouver de plus en plus dans un milieu concentré. Cette branche descendante de Henle, elle est aussi imperméable aux électrolytes, mais perméable à l'eau. Ça veut dire dans cette branche descendante de Henle, l'eau va pouvoir faire l'échange, mais les électrolytes vont se retrouver piégés à l'intérieur de l'urine primitive. Donc logiquement, puisque l'urine va descendre dans un milieu qui est de plus en plus concentré, l'eau qui se trouve dans l'urine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir, elle va ressortir vers les capillaires qui sont concentrés, de telle manière à équilibrer un petit peu l'osmolarité. Donc ça veut dire l'eau va sortir et les électrolytes vont rester. Ça veut dire qu'il va y avoir concentration des urines progressive de plus en plus jusqu'à arriver à 1200 milliosmoles en bas de l'anse de Henle. Réabsorption de l'eau et concentration de l'urine. Très bien. Ensuite, la branche ascendante fine et large. La branche ascendante fine et large. On commence tout d'abord par la branche ascendante fine. Qui dit ascendant, ça veut dire elle est en train de monter. Qui dit qu'elle est en train de monter, ça veut dire qu'elle se retrouve dans un milieu moins concentré. Cette branche fine, contrairement à la première, elle est perméable aux électrolytes et imperméable à l'eau. Perméable aux électrolytes et imperméable à l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'eau qui est sortie tout à l'heure de la branche descendante va rentrer maintenant. Ça, c'est la normale. Mais puisqu'elle est imperméable à l'eau, l'eau ne va pas entrer. C'est les solutés qui vont ressortir. C'est un moyen astucieux qu'a le rein pour un petit peu faire sortir et l'eau et les solutés. Ça, c'est dans la branche ascendante fine. Donc, les solutés vont ressortir, jusqu'à équilibrer les différentes osmolarités. Dans la branche ascendante large, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des transporteurs actifs. Pourquoi? Parce que les solutés, naturellement, sans énergie, vont ressortir, jusqu'à équilibrer l'osmolarité. Donc ici, dans la branche ascendante, il va y avoir des transporteurs actifs qui vont forcer les solutés à ressortir, même si l'osmolarité elle est régulée. D'accord? Ils vont encore forcer les solutés à ressortir. Donc vous allez comprendre. Voilà ce que nous avons dit. Donc vous avez ici le schéma. Vous avez l'anse de Henle. Vous avez la branche descendante, la branche ascendante fine et la branche ascendante large. Tout ce qui est en bleu, c'est un transport passif, naturellement. Et tout ce qui est en rouge, c'est un transport actif. Donc vous voyez, au début, nous sommes à 300 milliosmoles. On avait dit que cette branche-là, elle est imperméable aux solutés, et perméable à l'eau. Donc l'urine, quand elle va se retrouver ici, quand elle va descendre, elle va se retrouver dans un milieu qui est de plus en plus concentré. L'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ressortir de telle manière à tomber dans les mêmes osmolarités. Compris? Ensuite, dans la branche ascendante frêle, ou bien la fine, elle est imperméable à l'eau, mais perméable aux solutés. Donc, c'est pas l'eau qui va rentrer. Donc, normalement, puisqu'on va se retrouver dans un milieu qui est de moins en moins dilué, normalement, c'est l'eau qui va rentrer. Mais puisque c'est imperméable à l'eau, donc c'est le sodium qui va ressortir. Plutôt les électrolytes de manière générale. Les électrolytes qui vont ressortir de telle manière à abaisser l'osmolarité. Mais vous voyez que ici, jusqu'à là, l'osmolarité, elle est à peu près égale à celle des capillaires. Vous voyez ici, nous sommes à 700 et ici, vous êtes à peu près à 700 aussi. Mais dès qu'on arrive ici, normalement, ça, puisqu'on est à égalité, normalement, il ne devrait pas y avoir d'échange en plus. Ici, non. Ici, même si on est devant une égalité d'osmolarité, ces transporteurs actifs vont forcer, malgré ça, les solutés à quitter l'urine. Et vous voyez qu'en faisant ça, naturellement, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'osmolarité de l'urine va se trouver inférieure à celle des capillaires. Vous voyez, ici, nous sommes à 100 et ici, nous sommes à 300. Compris? À la sortie de l'anse de Henle, le rein a réabsorbé 25% d'eau et du sodium filtré. L'urine que nous avons formée à la sortie de l'anse de Henle, elle est hypotonique au plasma. Donc il faut savoir que ça, c'est la manière simplifiée de dire les choses. À l'anse de Henle, il y a d'autres échanges qui vont se faire. Le magnésium, le calcium, etc., etc. Beaucoup de choses qui vont se faire. Maintenant, on va passer au TCD, tube contourné distal. Dans le TCD, il faut savoir, dans le TCD, le plus grand des échanges, ça a été fait. Le plus grand des échanges a été fait dans le TCP, dans l'anse de Henle. Mais les échanges du TCD sont très, très, très importants. Pourquoi? Parce que ces échanges-là du TCD vont pouvoir réguler d'une manière fine la composition de l'urine. Tout à l'heure, dans le TCP et dans l'anse de Henle, il y a eu des échanges
on va dire, un petit peu grossier, d'une manière non fine, d'une manière grossière. Mais maintenant, le rein va commencer à réguler, à corriger la constitution de l'urine d'une manière très fine. Et ces échanges-là, contrairement aux échanges du TCP et de l'once de Henle, ne se font pas d'une manière continue. Elles se font en fonction des besoins de l'organisme. Ça veut dire que ces échanges-là, ce sont des échanges qui sont régulés. Ce ne sont pas des échanges qui se font d'une manière continue. Le TCP, par exemple, absorbe tout le temps de l'eau. Mais le TCD, non. Il absorbe en fonction de l'état de l'organisme. Ça veut dire qu'il y a une certaine régulation. Et qui dit qu'il y a une certaine régulation, ça veut dire qu'il y a intervention de quoi? D'hormones. Très très bien. En effet, le premier échange important qui se fait au niveau du TCD, ce sont les échanges du sodium, du potassium et des protons. Donc ici, vous avez un transporteur qui est spécifique, qui va vous faire sortir, qui va vous réabsorber un atome de sodium contre un atome de potassium ou bien un proton. C'est-à-dire que ce transporteur-là va intervenir dans la régulation hydroélectrolytique, d'accord? Et il va aussi intervenir dans la régulation acido-basique. Vous voyez, le proton, c'est eux qui sont responsables de l'acidité du sang. Donc, en éliminant des protons à l'extérieur du sang, à l'extérieur de l'organisme, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va abaisser l'acidité sanguine. Et de la même manière, en réabsorbant le sodium et en sécrétant le potassium, il va faire une certaine régulation de l'équilibre hydroélectrolytique. Ce transporteur-là est influencé, il est stimulé par l'aldostérone. L'aldostérone elle-même, souvenez-vous, elle est stimulée de son point de départ, c'est quoi? C'est la rénine. Donc le rein, quand il détecte qu'il n'y a pas une pression artérielle suffisante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter la rénine. La rénine, par la suite, on va voir ce qu'elle va faire. Il y a une cascade de signalisation qui va aboutir à l'aldostérone. L'aldostérone va dire au rein, attention, la pression artérielle, elle est abaissée, il faut stimuler ces transporteurs-là. L'aldostérone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réabsorber le sodium. En réabsorbant le sodium, l'eau, au niveau du tube collecteur, va être réabsorbée aussi. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? La pression artérielle va augmenter. De la même manière, il va y avoir par un autre transporteur la réabsorption du calcium avec un atome de chlore. Le calcium est réabsorbé au niveau rénal. Ce transporteur-là, contrairement à celui-là, il est stimulé par quoi? Par la parathormone, par la PTH. La parathormone. Vous avez déjà entendu parler de la parathormone. La PTH, quand elle s'embellit, il n'y a pas assez de calcium au niveau sanguin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler le rein, ce transporteur-là, pour qu'il puisse réabsorber le calcium. Quand on a une insuffisance rénale, on va voir ça par la suite, chronique, quand on a une insuffisance rénale chronique, ces transporteurs-là sont défaillants. Et de ce fait, même s'il y a PTH, il n'y a pas de réabsorption calcique. Et de ce fait, on va tomber dans ce qu'on appelle l'ostéodystrophie rénale. Pourquoi? Parce que le calcium n'arrive pas à être réabsorbé. De la même manière, quand on a une insuffisance rénale, vous avez ce transporteur-là qui ne fonctionne pas. Et de ce fait, nous allons tomber dans le cas d'hyponatrémie, parce que le sodium n'est pas réabsorbé, et d'hypercalémie. Donc il est nécessaire de comprendre ça pour faire la liaison lorsqu'on va arriver aux pathologies. Jusqu'à là, c'est bon, vous avez compris. Donc vous voyez ici les fameux protons ici qui sont libérés au niveau de l'urine, et qui vont être responsables de l'acidité des urines. Puisqu'on va éliminer des protons, on va acidifier l'urine. Cette acidité de l'urine, elle est en partie masquée. Elle est en partie masquée. Comment est-ce qu'elle est masquée? En formant ce qu'on appelle l'ammonium. C'est l'amniogénèse rénale. L'amniogénèse rénale a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est quoi? C'est d'éliminer l'ammoniac toxique pour l'organisme. L'ammoniac, il est toxique pour l'organisme, notamment pour le système nerveux central. Il ne doit absolument pas rester dans le sang. Il doit être éliminé en totalité. Donc, en faisant cette amniogénèse rénale, il y a un double intérêt. Tout d'abord, on élimine l'ammoniac. Cet ammoniac qui a été éliminé va se lier avec un proton ici pour former l'ammonium. Ici, je me suis trompé, hein, c'est NH4+, et NH3. Donc ça, c'est l'amniogénèse rénale. Donc en masquant, en prenant en charge une partie des protons, l'acidité des urines va être un petit peu masquée. Okay? Mais quand même, malgré ça, elle va être plus acide que le plasma. Aussi, donc tout ça se fait au niveau du TCD. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la chose, l'importance du TCD. Malgré que ces échanges sont minimes, mais c'est une régulation. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? De petites quantités d'eau peuvent être réabsorbées au niveau du TCD sous l'action
de l'hormone antidiurétique ou la vasopressine ADH. L'ADH, elle va mobiliser des transporteurs qui ont violé ici, qu'on appelle des aquaporines. Donc, lorsqu'ils sont mobilisés, l'eau, puisque ici, devant urine qui est... Donc, vous avez le TCD qui est imperméable, il est fermé. Dès qu'on exprime les aquaporines au niveau du TCD, comme s'il y aurait des fentes via lesquelles l'eau va pouvoir sortir. Automatiquement, elle va sortir. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes en hypotonique. Ces aquaporines-là sont exprimées ou pas en fonction de l'ADH. À la sortie du TCD, l'urine formée reste encore diluée. Pourquoi? Parce qu'on avait dit de petites quantités d'eau. Reste encore diluée et légèrement acide. Très bien. Maintenant, au niveau du tube collecteur. Voilà, le tube collecteur. Dans le tube collecteur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'ajustement final de l'urine, notamment l'ajustement de l'osmolarité urinaire. Donc, jusqu'à présent, souvenez-vous, nous sommes devant une urine qui est hypotonique. Donc, à ce niveau-là, dans le tube collecteur, il va y avoir l'ajustement final de l'osmolarité des urines. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet de l'ADH. C'est ici que l'ADH va réagir le plus. L'ADH a son action, non pas sur le TCD, même si elle a une petite action sur le TCD, mais l'action principale de l'ADH se fait au niveau du tube collecteur. Donc l'ADH, qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsque l'organisme sent qu'il est en manque d'eau, notre hypophyse va sécréter quoi? Elle va sécréter l'ADH. L'ADH, c'est une hormone antidiurétique vasopressine qui est sécrétée par quoi? Par l'hypophyse. La vasopressine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir au niveau du tube collecteur. Elle va stimuler les cellules épithéliales du tube collecteur. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Elle va leur dire, bon, il n'y a pas assez d'eau, il faut mobiliser les aquaporines, ce qui est en bleu ici. Les aquaporines. Les aquaporines, ce sont de simples pores. Ce sont des pores qui vont venir s'exprimer au niveau du tube collecteur. Ça veut dire que le tube collecteur est ouvert à l'eau maintenant. Ça y est. Une fois que ces aquaporines sont exprimées, l'eau qui se trouve à l'intérieur va ressortir du tube collecteur vers le sang. Pourquoi? Parce que l'urine qui se trouve au niveau du tube collecteur, elle est hypotonique. L'eau va ressortir et elle va être réabsorbée au niveau sanguin. Et de ce fait-là, le volume hydrique sanguin va augmenter. Donc, il y a certaines pathologies qui touchent ce phénomène-là. Certaines personnes, par exemple, ont un défaut d'aquaporine, un défaut d'expression d'aquaporine. Congénitalement, ils n'ont pas d'aquaporine. Même si la DHL est là, ils n'expriment pas d'aquaporine. Ils ne peuvent pas réabsorber l'eau. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours en déshydratation. Voilà. Donc, en fonction de l'état hydrique d'hydratation de l'organisme, si nous sommes devant une déshydratation ou bien une hydratation insuffisante, l'ADH, elle est exprimée, l'urine, elle est concentrée ou bien diluée. Elle est concentrée. Donc l'eau de l'urine, elle est réabsorbée et l'urine, elle est concentrée. Maintenant, si nous nous trouvons devant une hydratation qui est suffisante, par exemple, lorsque nous prenons beaucoup d'eau, durant la journée, nous avons pris beaucoup d'eau. Pour savoir, nous sommes hydratés d'une manière suffisante. Vous avez remarqué que durant la journée, on va uriner beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, l'ADH n'est pas exprimé, parce que l'hypophyse n'a pas détecté une déshydratation, et de ce fait, l'ADH n'est pas exprimée. Quand elle n'est pas exprimée, l'eau n'est pas réabsorbée, donc elle est perdue par les urines, et de ce fait, on a une polyurie durant la journée, on urine beaucoup. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, c'est l'ADH qui contrôle un petit peu la concentration des urines, et la fréquence d'aller uriner, et aussi la diurèse de notre organisme. Diurèse, c'est le volume urinaire uriné durant la journée. D'accord? Maintenant, on récapitule. Donc, vous voyez ici la totalité de notre néphron. Glomérule, chassaf glomérule. Filtration, débit, 120 ml par minute. Ici, urine comment? Primitif. Urine primitive, TCP. TCP, radicule de glucose, acide aminé, phosphate, bicarbonate. Il va absorber aussi eau, chlore, sodium. C'est bon. Osmolarité reste identique, 300-300. Vous voyez ici, reste identique. Ensuite, en lait, nous avons dit qu'il va y avoir sortie de l'eau ici, sortie des électrolytes ici. Urine diluée, hypotonique. TCD, nous avons dit qu'il y a aldostérone qui va réabsorber le sodium, qui va sécréter le potassium et les protons. Calcium, chlore par l'aldostérone. C'est vrai ou pas? Calcium et chlore par l'aldostérone. Par la PTH. Par la PTH. Et vous avez un petit peu d'eau qui va ressortir par l'ADH. Au niveau du tube collecteur, vous avez l'ADH qui va un petit peu faire augmenter l'osmolarité de notre urine. D'accord? Très bien. Donc, à l'issue de tous ces échanges-là, l'urine définitive. On aura l'urine définitive.
L'urine définitive contient du glucose, elle ne contient pas du glucose. Contient des éléments figurés du sang, elle ne contient pas de cellules sanguines. Contient des protéines, elle ne contient pas des protéines, mais elle contient un petit peu de protéines. Elle contient un petit peu de protéines, pourquoi? Parce que les tubules, je n'ai pas schématisé ici, sécrètent une petite quantité de protéines, mais pas beaucoup. Donc normalement, l'urine, il y a une certaine protéine urique qui est physiologique. Mais elle n'est pas importante. Elle est acide ou bien basique, l'urine? Légèrement acide. Pourquoi? Parce que l'acidité elle a été masquée par l'ammonium. Voilà, donc APH légèrement acide, dépourvu de glucose et de cellules sanguines, ne contenant presque pas de protéines, chargée de composés azotés, chargée de déchets. Elle contient l'urée, la créatinine, l'acide urique, substances exogènes et endogènes. C'est pour ça que l'urine a cette odeur caractéristique. L'odeur caractéristique des urines, elle est due à quoi? Elle est due à l'ammonium et elle est due aussi à tout ce qui est azoté. D'accord? Si vous sentez l'odeur de l'ammoniac, dans l'industrie par exemple, il a la même odeur que les urines. Maintenant, on va continuer. Tout ce qu'on vient de faire, c'est la formation de l'urine. Maintenant, on va passer aux fonctions endocrines. Donc, vous savez que le rein synthétise l'arénine, sécrète l'arénine par l'appareil juxtaglomérulaire. Il sécrète l'arénine. Donc, comment est-ce qu'il sécrète l'arénine? Au niveau de l'artérielle afférente de l'appareil juxtaglomérulaire, une sorte de barorécepteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces barorécepteurs? Ils vont détecter, ils vont mesurer la pression artérielle. Quand la pression artérielle elle est basse, il va sécréter l'arénine. L'arénine, une fois sécrétée, elle va venir vers l'angiotensinogène. L'angiotensinogène, c'est une pro-hormone. C'est le précurseur d'hormone qui est synthétisé par le foie. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette arénine? Elle va le transformer en angiotensine 1. L'angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion elle est synthétisée par quoi? Par les poumons, très très bien. Ensuite, l'angiotensine 2, elle-même, elle a une activité biologique, elle va augmenter la pression artérielle, et en même temps, le plus important, elle va venir vers la surrénale. Je vous ai dit tout à l'heure, la surrénale est en étroit lien avec le rein. Elle va venir vers la surrénale, elle va lui demander de synthétiser l'aldostérone, libérer l'aldostérone. L'aldostérone va venir vers le rein, et elle va lui demander de réabsorber quoi? Le sodium. Au niveau de quel tube? Au niveau du TCD. On vient de le faire. Au niveau du TCD. Tube contourné distal. Sodium réabsorbé, l'eau au niveau du tube collecteur va suivre. D'accord? Et de ce fait, la pression artérielle va augmenter. D'accord? Ça, c'est le système rénine, angiotensine, aldostérone. Vous avez déjà entendu parler des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion vont venir et vont bloquer cette étape-là. Ça concernant la rénine. Le rein va synthétiser des médiateurs vasoactifs, nous avons dit tout à l'heure, prostaglandine, bradykinine. Il synthétise aussi l'EPO par l'appareil juxtaglomérulaire. Il active la vitamine D par une oxydation en position 1. Donc ça, c'est la fonction endocrine. Et vous avez aussi le rôle métabolique. Donc nous avons dit que le rein fait la néoglucogénèse. Néoglucogénèse, c'est quoi? C'est la synthèse du glucose à partir de substrats non glucidiques, tels que par exemple les lactates, l'acide lactique, tels que par exemple le pyruvate. Donc quand on est devant une hypoglycémie, l'organisme va mobiliser des voies métaboliques qui synthétisent le glucose à partir de substrats non glucidiques. Et le rein est l'un des organes qui fait cette néoglucogénèse-là avec le foie. Donc le foie fait 80% de la néoglucogénèse et le rein participe avec 20% de néoglucogénèse. Est-ce que vous avez compris? Très bien.